Une tempête énergétique chaotique est sur le point de se déchaîner sur notre planète dans quelques jours seulement, en raison d'une convergence de facteurs. Et cela va surprendre complètement la plupart des gens. Nous envisageons plutôt la période du 17 au 23 avril. Plus précisément, cela pourrait durer jusqu'à la fin du mois. Les dates les plus critiques à cet égard sont le 19 et le 20 avril. Que se passe-t-il maintenant? Eh bien, nous recevons de nombreuses informations sur la météo spatiale. Il y a actuellement un très grand trou temporel du côté du Soleil, faisant face à la Terre. Nous serons dans ce flux à haut débit d'ici quelques jours. En ce moment, le champ magnétique terrestre est extrêmement calme. La situation va devenir très instable et bruyante. Nous observons également un alignement planétaire très important durant cette période, impliquant la Terre, Mercure, Mars, Saturne et Neptune. Il existe également d'autres alignements planétaires. Nous avons un alignement Terre-Vénus-Uranus, un alignement Vénus-Saturne-Neptune, un alignement Mercure-Soleil-Jupiter. Ainsi, la convergence de tous ces éléments laisse entrevoir la possibilité d'une intensification des phénomènes météorologiques spatiaux et d'une activité sismique accrue sur Terre. Ces grands trous coronaux que l'on observe sur le Soleil sont également étroitement liés à une activité sismique de forte magnitude. En fait, la dernière fois que nous avons observé ce trou coronal sur le Soleil, nous avons connu une explosion sismique mondiale caractérisée principalement par une séquence de séismes de magnitude 7,5, 7,3 et 7,4, qui s'est produite sur une période d'environ une semaine dans le Pacifique Sud-Ouest. Il est donc fort possible qu'une nouvelle vague sismique mondiale se produise. Mais un facteur imprévisible entre en jeu. En fait, il y a deux facteurs imprévisibles dans tout cela. Le premier, ici, est Mars. Nous avons des données météorologiques spatiales très intéressantes qui ont été envoyées sur Mars. Il s'agit d'un élément crucial de cet alignement planétaire. Et je pense que nous allons assister à des effets plasmatiques et ou électromagnétiques très intéressants qui pourraient bouleverser encore davantage la situation. Le deuxième élément imprévisible est la présence d'une comète qui traversera le système solaire pour atteindre son périhélie le 19 avril. Voici les étoiles pan de la comète C2025 R3. Elle se trouvera exactement entre le Soleil et la Terre, à proximité de l'orbite de Mercure, aux alentours du 25 ou du 26 avril. Donc, d'une manière générale, comme vous pouvez le constater, il se passe beaucoup de choses dans notre environnement spatial en ce moment, et cela va très probablement se traduire par des activités concrètes et des événements géologiques qui se dérouleront ici sur Terre dans les prochains jours. Nous allons donc aborder tout cela, et bien plus encore dans la vidéo d'aujourd'hui. Entrons tout de suite dans le vif du sujet. Commençons par notre alignement planétaire. Et nous allons revenir à cette image, afin que je puisse expliquer cela un peu plus en détail, ainsi que mon hypothèse concernant certains des facteurs énergétiques qui se mettent en place. D'accord? Mais c'est à 100% l'orientation que les plantes auront. Et mon hypothèse n'est qu'une hypothèse. Nous voyons la Terre juste là. Mercure, Mars, Saturne, Neptune. Ces quatre-là, très précisément, sont bien alignés. En gros, une file d'attente parfaite les 18, 19 et 20 avril. Nous sommes déjà dans cette configuration, mais elle sera parfaitement alignée autour du 19 et du 20 avril. Et nous avons d'autres alignements aussi. Nous avons donc un alignement Terre-Vénus-Uranus. Ce n'est pas exact, mais c'est très proche. Cette conjonction géocentrique aura lieu plus tard, en avril. Je crois que c'est le 28 avril. Nous avons un alignement Mercure-Soleil-Jupiter. Jupiter n'est pas visible sur cette image, mais sa date de passage est assez précise autour du 17 avril. Je crois qu'il y a également un alignement Vénus, Saturne et Neptune précisément dans cette période. Donc, de nombreux alignements planétaires sont en train de se produire. Et juste un petit avant-goût de quelque chose dont je parlerai plus tard. Vous remarquerez que dans cet alignement, la Terre, Mars, Saturne et Neptune sont les planètes de notre système solaire qui ont toutes approximativement le même angle d'inclinaison. Terre 23,4, 4 degrés. Mars 25,2 degrés. Saturne 26,7 degrés. Neptune 28,3 degrés. Toutes les autres planètes ont donc des angles de rotation complètement différents.
Vénus tourne en fait à l'envers. Elle est la seule à faire cette rotation rétrograde. Toutes les autres planètes tournent dans le sens normal. Mais ces 4 planètes sont celles dont l'angle d'inclinaison de leur axe de rotation diffère de moins de 5 degrés les unes des autres. Je pense donc que c'est vraiment important. Nous en reparlerons plus tard. Or, à présent, et c'est sans doute sous certains aspects, l'événement le plus important qui se profile est ce gigantesque trou coronal. Il frappera la Terre avec son flux de vent solaire à grande vitesse. Cela génère son propre champ magnétique. C'est pourquoi il existe cette déficience dans la couronne solaire, l'atmosphère la plus externe du Soleil. Ce champ magnétique s'étend profondément dans l'espace, aspire efficacement tout le plasma à très haute température, millions de degrés Kelvin, dans ce flux intense et le propulse dans l'espace. Nous nous retrouvons donc avec une carence en plasma. On le voit ici avec cette tache sombre. Mais il se passe beaucoup de choses au-delà de ce simple flux à grande vitesse provenant d'un trou coronal. C'est un gros problème. La dernière fois que nous avons vu ce phénomène précisément, comme je l'ai mentionné en février, nous avons eu cette secousse sismique mondiale. Nous l'avons constaté à maintes reprises. L'augmentation importante de la sismicité mondiale résulte de l'orientation géochimique de ces trous chronologiques vers la Terre. Donc, en fait, ce quadrant du Soleil, juste là, c'est vraiment à ce moment-là que ces choses vont se déclencher. Ça va être là très bientôt. Il est large, ce qui signifie que nous serons dans ce flux à grande vitesse pendant un certain temps. Elle traverse l'équateur solaire, ce qui signifie qu'elle va frapper la Terre avec son flux à grande vitesse. Par défaut, cela va essentiellement provoquer une onde de choc qui frappera la Terre. Il s'agit d'un plasma pariétal à haute densité, se déplaçant à l'avant de ce flux à grande vitesse. Et nous obtiendrons alors cette compression du champ magnétique, en raison du vent solaire à grande vitesse. Et cela va globalement déclencher une instabilité géomagnétique sur la planète. Je dirais donc qu'une tempête géomagnétique de catégorie 2 est probablement en train de se produire à cause de cela. On pourrait même assister à des conditions de groupe 3, car nous sommes en avril, et c'est à ce moment-là que l'effet Russell-McLaren entre en jeu, mais je pencherai légèrement plus pour un groupe 2. Le fait que nous ayons cet alignement planétaire est en quelque sorte un facteur supplémentaire qui contribue à tout cela. Alors, gardez cela à l'esprit. Vous verrez cependant d'autres choses se passer ici. Vous remarquerez qu'il se passe quelque chose de vraiment intéressant à la fin. Mais il y a encore beaucoup à dire. Vous verrez des filaments de plasma jaillir autour du Soleil. Il y a eu beaucoup d'activités. 2 lancements vers Mars ont eu lieu ces 2 derniers jours. Nous en parlerons ensuite. Vous allez voir ce groupe de taches solaires juste ici commencer à devenir très actif. Ainsi, même si cela ne se traduit pas par des pics nets dans le flux de rayons X pour le moment, on observe une forte activité, comme vous l'avez constaté précédemment. On obtient une grosse éruption solaire, puis une éjection de masse. Chronologique, l'explosion entière. Elle a claqué. Voilà. Je ne serais donc pas surpris si nous observions une éruption solaire assez importante provenant de ce groupe de taches solaires dans les prochains jours. Et cela pourrait se produire pendant cette zone de contact directe avec la Terre, précisément ici, lorsque celle-ci se trouve en position G efficace. C'est comme un double coup parfait. Et cela pourrait très bien déclencher une importante éjection de masse chronologique, faisant suite à ce flux à grande vitesse, provoquant ainsi une volatilité géomagnétique encore plus grande sur notre planète et surchargeant le circuit électrique mondial. Vous verrez ici tout cela. Un filament de plasma jaillissant du Soleil. Cela se voit mieux sous différents angles, mais vous le verrez décoller. Puis, vous verrez ce canyon de feu. Voyez ce mouvement, ce flux qui montre que cela a également pris son envol. Cela ne semble pas être super direct pour la Terre. Mais peut-être que cela nous affecte un peu. Et cela démontre aussi quelque chose de vraiment brillant, à savoir que ces cordes de flux, ces tubes magnétiques qui existent sur le Soleil, ces filaments, n'est-ce pas ? Il s'agit d'une condensation de plasma. Il existe en fait une différenciation élémentaire qui se produit en leur sein, basée sur le potentiel d'ionisation de ces différents éléments. Ils se regroupent donc dans ces coquilles, au sein de ces filaments. Voici le cadre théorique dont nous disposons. C'est le meilleur que j'ai entendu dire. Lorsqu'ils sont lancés, ils partent dans l'espace,
Mais vous verrez ensuite ce trou coronal s'agrandir, car ces cordes de flux et ces tubes peuvent agir comme des pompes à ions. Le processus commence donc à aspirer la matière provenant de la couronne. Et par conséquent, ce trou coronal s'élargit à la dernière seconde, à cause de ce filament de plasma propulsé dans l'espace. Regardez-le à nouveau très attentivement. Nous voyons ce trou coronal se développer et se déplacer magnifiquement à la surface du Soleil. Donc, pour l'instant, ce projet est encore en développement. Nous avons ici un faible trou coronal, mais il est très étendu dans la hémisphère sud. Donc, actuellement, une grande partie de la face du Soleil tournée vers la Terre est dominée par des trous coronaux, qui sont étroitement liés à une activité sismique de forte magnitude, à des éruptions sismiques mondiales, et plus encore. C'est la première chose. Cette tache solaire est également assez importante. Mais il y a plus que cela. Voyons ce qui vient de se passer sur le Soleil. Nous allons le constater ici avec notre vue historique 304 des dernières 24 heures. Et vous remarquerez ici une éjection de masse chronologique vraiment importante. On observe également des phénomènes liés au plasma intéressant là-dessous. Mais vous verrez celui-ci se dérouler comme ceci. Cela va donc arriver d'un moment à l'autre. Nous allons assister à l'expansion de cette importante éjection de masse coronale. Et ce sera en direction de Mars. C'est donc assez significatif. Le voilà, juste là. Vous voyez ça? Il s'agit d'une importante éjection de masse coronale. Ce n'est pas exactement au niveau du membre. Ce n'est pas non plus exactement à l'opposé de la Terre. Mars se trouve actuellement à peu près à cet angle de 45 degrés entre ces deux points. Et comme vous pouvez le constater, cela part dans cette direction. Nous avons donc une éjection de masse chronologique en direction de Mars. Cet impact est attendu le 19 vers 2h30 heure universelle. Une éjection de masse chronologique a déjà eu lieu il y a environ 18 heures et s'est dirigée vers Mars. Je peux vous le montrer juste ici. Nous voyons donc ici la grande explosion survenue sur la face cachée du Soleil, le 13e astéroïde, qui a également propulsé des particules vers Mars. Nous avons donc maintenant une orbite qui se dirige vers le nord du plan de l'écliptique, mais qui reste néanmoins alignée avec celui-ci. Celui-ci se déplaçait auparavant au sud du plan de l'écliptique. Tous deux partis pour la planète rouge. C'est assez significatif. Et nous pouvons revoir le plus récent ici. Je l'ai très bien montré là, en train de sortir. L'impact prévu sur Mars est donc le 17 à 18h heure universelle, puis le 19 vers 2h30 heure universelle. Examinons les modèles météorologiques spatiaux de la NASA, car ils nous donnent un aperçu supplémentaire de certaines dynamiques météorologiques spatiales très intéressantes et de la façon dont ces conditions météorologiques spatiales ayant un impact sur Mars pourraient déclencher cet alignement planétaire d'une manière tout à fait unique. Nous voyons ici le modèle météorologique spatial de la NASA pour cet événement survenu sur la face cachée de la Terre le 13. Et nous voyons cette éjection massive de cratères se produire. Voici la planète Mars. Nous voyons la Terre juste là. Ils suivent tout un tas d'autres choses. Vous pouvez tout voir là-haut. Mais ça, c'est pour aller sur Mars. Nous le voyons très clairement se diriger vers là-bas. Un impact estimé, encore une fois. 1800 heures universelles. Ça frappe? Nous voyons l'autre modèle de météorologie spatiale de NOAA pour la deuxième éruption de la face cachée. Là encore, celui-ci se trouve un peu plus au nord. Pas aussi important, je dirais, mais tout de même significatif, car nous avons une visée directe, pratiquement parfaite, vers la planète rouge. Nous avons donc deux importantes éjections de masse coronale interplanétaires qui vont balayer Mars l'une après l'autre, au moment précis où cet alignement planétaire impliquant Mars se produira de manière parfaitement exacte. Eh bien, parlons un peu plus de l'importance de cela. Voici une capture d'écran de ce premier modèle. Et cette seconde éjection de masse cinétique, bien qu'elle ne soit pas représentée ici, suivrait juste après. Nous n'allons pas parler d'électromagnétisme car, bien que ces alignements planétaires impliquent la gravité et que ce soit une composante très importante, nous pouvons étendre notre compréhension au-delà de la simple gravité, pour inclure également la réalité électromagnétique, qui est la force dominante dans l'univers, à notre connaissance, beaucoup plus puissante que la gravité. Ici, nous voyons une région d'interaction corotative, donc il s'agit essentiellement de densité de plasma.
Ici, nous voyons une autre région d'interaction corotative, densité de plasma. Vous constatez que, globalement, le vent solaire possède une structure. Ce n'est pas homogène. Vous avez une faible densité, une forte densité, une faible densité, une forte densité et le champ magnétique. Il existe une nette différenciation entre les différentes zones du vent solaire, principalement délimitées par ces régions d'interaction corotative. Eh bien, voici Mars, et celle-ci se comporte ainsi. Cette région d'interaction corotative. Celui-ci, ainsi que ce CRC, nous avons cette éjection de masse chronologique juste là, reliant les deux. Vous avez donc cette structure à densité plus élevée, qui s'étend profondément dans l'espace jusqu'à la planète rouge, et qui est directement reliée au Soleil. C'est vraiment intéressant. En gros, cela montre qu'il peut y avoir un flux d'énergie à travers ceci. Quand on parle de plasma, quand on parle de météorologie spatiale, fondamentalement, on parle de circuits. Et ce que nous voyons ici est un très bel exemple de circuit plasma interplanétaire. Ce qui est si intéressant avec les circuits, c'est qu'ils sont traversés par un courant électrique et qu'ils peuvent parfois libérer un courant de manière explosive. Ce que l'on observe lors d'une forte éruption solaire, c'est qu'un petit circuit proche du Soleil est perturbé, ce qui provoque cette importante libération d'énergie. Tout est là, latent, et puis ça explose. Donc, nous avons ce circuit, ce flux d'énergie, et ce flux d'énergie va traverser la planète rouge. Dans l'espace, la résistance est bien moindre. Si tout ça, vous savez, si cette fonction plasma, par exemple, tombe en panne, il n'y a rien qui s'y oppose vraiment. Eh bien, Mars est une grande planète et elle n'a pas vraiment d'atmosphère. Ce n'est pas vraiment conducteur. Vous savez, la Terre possède une ionosphère. Elle est donc conductrice. Vénus possède une ionosphère électrique très puissante et riche. Elle peut donc participer à toutes ces choses. Mars, c'est un peu comme un rocher rouge mort qui bloque le passage, comme une grosse résistance. Bon, à votre avis, quel impact cela va-t-il avoir sur le circuit? C'est la grande inconnue, mais cela va perturber ce circuit. La question est également de savoir quelle est l'ampleur de cette perturbation. Revenons donc à notre point de départ, et parlons un peu plus de quelques idées que j'ai. D'accord? Car nous constatons déjà, avec les grands trous coronaux, une augmentation de l'activité sismique de forte magnitude sur Terre la plupart du temps. Pas à chaque fois. La plupart du temps, on peut raisonnablement être sûr à 80% qu'il va se produire un regroupement d'événements sismiques de forte magnitude autour du transit d'un très grand trou coronal transquatorial, surtout s'il est de polarité négative, comme celui que nous avons. Lorsque cet alignement est présent, nous observons également un regroupement d'événements sismiques, lorsque plusieurs alignements planétaires convergent. Pas seulement 1 ou 2, mais 3, 4, 5, comme nous le constatons ici. Nous avons de multiples alignements planétaires. Ah, c'est le principal. Même s'ils partagent tout cet axe d'inclinaison. Eh bien, nous savons que cette superprotubérance, ou ce que l'on peut aussi appeler une éjection de masse cinétique interplanétaire, traverse Mars. C'est littéralement comme un condensateur qui applique un champ électrique à travers la planète. Toute la région de l'espace où se trouvera Mars sera soumise à ce nouveau champ électrique suite au passage de plasma à travers l'espace. Mars possède sa propre géologie, ses propres minéraux, etc. Et comme nous le savons ici sur notre planète Terre, il y a en réalité beaucoup de plasma dans notre atmosphère. Il y a beaucoup de plasma à la surface. Par exemple, les éclairages sismiques. Lorsqu'un important tremblement de terre se produit sur Terre, on observe du plasma jaillir de la surface, monter jusqu'à l'ionosphère et se téléporter dans l'espace ou ailleurs. Nous en savons très peu, mais nous savons que la Terre contient beaucoup de plasma. L'univers entier est principalement composé de plasma, 99,9% de plasma. Il faut donc l'envisager du point de vue du plasma pour que cela ait vraiment du sens. Mais ce champ électrique, appliqué à Mars, va déclencher un certain degré d'effet électrique inverse, car lorsqu'on applique un champ électrique à des minéraux qui ont une structure cristalline, cela génère des contraintes et des déformations mécaniques. L'effet inverse est l'effet piezoélectrique, qui se produit lorsqu'on applique une contrainte à un cristal et qu'un courant électrique, en gros, sort de ce cristal.
Un exemple classique est celui du cristal de quartz. Si vous exercez une certaine pression dessus, cela générera un signal électrique. L'effet électrique inverse est l'inverse de celui-ci. Nous allons appliquer ce champ électrique à la planète Mars entière. Vous allez donc subir cela à travers le stress appliqué à la planète. Des séismes martiens pourraient se produire durant cet alignement. Ça ne m'étonnerait pas. Mais de ce fait, Mars elle-même est devenue plus active, plus énergique. Il existe potentiellement une activité sismique sur Mars. Vous commencez également à stimuler le plasma à l'intérieur de la planète, car le plasma est omniprésent et peut se déplacer beaucoup plus qu'on ne le pense. Encore une fois, les atomes comme nous, vous, touchent quelque chose, n'est-ce pas? Et vous avez l'impression de vous heurter à un mur infranchissable. Mais en réalité, il s'agit simplement d'une répulsion entre les atomes. C'est principalement de l'espace vide. Le plasma peut donc facilement se déplacer à travers les objets. C'est précisément pourquoi, lors d'un séisme de forte magnitude, on observe parfois sur Terre le plasma et les lumières sismiques monter tout droit vers le haut, n'est-ce pas? La surface et le sol ne constituent en aucun cas un obstacle pour eux. Ils le traversent tout simplement et se téléportent là où il doit aller. Nous allons donc également observer, probablement en conséquence, du plasma commencer à se déplacer à travers Mars. La question est de savoir quelle est l'importance de ce mouvement de plasma. Nous ne disposons pas de suffisamment de capteurs pour effectuer des mesures, etc. Il s'agit d'un domaine plutôt théorique, et je ne peux rien affirmer de manière définitive. D'accord? L'autre chose que vous apprendrez, c'est que lorsque du plasma s'étend, et qu'il est connecté, disons, au Soleil, n'est-ce pas? Vous allez commencer à observer des retombées de plasma sur Mars, car cette planète possède une gravité, et le plasma possède une masse. Cette chute d'air ionisera alors, ou ionisera davantage, le plasma. Lorsque cela se produit, un transfert de moment angulaire peut alors commencer. Bon, c'est là que cet alignement devient vraiment crucial, car Mars tourne, la Terre tourne, Saturne tourne, Neptune tourne, tous pratiquement au même angle, mais sur des périodes différentes. Mars et la Terre sont assez similaires. Saturne est rapide, Neptune est assez rapide. Si vous êtes capable de transférer du moment angulaire, vous êtes peut-être également capable d'influencer ce système de résonance, car ces planètes présentent clairement une résonance avec leur axe de rotation et d'inclinaison. Et ils s'alignent tous très précisément dans le ciel, autour du 19, au moment même où une comète atteint son périhélie à peu près ici, dans le système solaire. Encore une fois, il s'agit de panneaux R3. Voilà un autre facteur imprévisible. Et vous aurez cette connexion entre Mars et le Soleil, et pas seulement une de ces éjections de masse interplanétaire, ou super protubérance, mais deux, comme nous l'avons constaté. Il y a donc maintenant une fenêtre temporelle plus longue pour que cet effet se produise, et le Soleil dispose d'un important moment angulaire qu'il peut partager. Peut-être que cela accélère légèrement le mouvement de Mars. Peut-être que cela absorbe une partie du moment angulaire de Mars. Nous savons simplement que lorsque le plasma est amené dans un état de corrélation partielle en raison de la dynamique du champ magnétique, cela peut alors entraîner un transfert de moment angulaire. Voici une des théories sur la formation du système solaire. Il y avait un corps central à fort moment angulaire, le protosoleil, et le refroidissement du plasma en périphérie a été mis en rotation autour de ce corps, ce qui a permis de transférer le moment angulaire du protosoleil central vers les planètes, et c'est ainsi qu'elles ont commencé à tourner si rapidement. D'accord. On ignore donc dans quelle mesure cela se produit actuellement, mais tout cela relève de la physique établie. Je vois donc ici un système de résonance où Saturne, Mars, la Terre et Neptune ont tous des propriétés très similaires, étant alignés presque comme 4 diapasons de la même note. Et Mars va être frappé par un marteau assez puissant, à savoir le Soleil, et elle va se mettre à sonner. Et nous pourrions peut-être observer des autres effets se propager vers l'extérieur. À présent, je dirais que la Terre est la plus exposée aux conséquences potentielles de cela, car elle se trouve également sous l'influence de ces autres alignements. Cet alignement Terre-Vénus-Uranus est très significatif. Donc voilà,
C'est en quelque sorte le point focal de cet alignement planétaire global, en forme de V que nous observons. C'est un peu l'idée que j'ai. Nous n'avons plus qu'à attendre et voir. Mais maintenant que 2 de ces tempêtes de plasma ont été envoyées sur Mars, je pense qu'il y a quelque chose à creuser. Vraiment. Je veux dire, indépendamment de l'alignement planétaire, des trous temporels et de la comète, je me concentre déjà sur les prochains jours, et jusqu'à la fin avril de très près. Je pense qu'il est presque certain qu'un événement majeur va se produire. Mais maintenant, avec ce détail supplémentaire, je me dis vraiment que ça va être important. Et compte tenu de toute cette attention portée à Mars, il serait négligent de ma part de ne pas mentionner les caractéristiques archétypales de Mars que nous avons développées au fil de milliers d'années pour en avoir une compréhension. Mars est la planète de la guerre, de l'agression, de sa puissance cinétique brute et de l'action. C'est une étincelle qui permet de franchir le fossé. C'est une force qui sectionne une énergie qui pousse. Il va se déchirer, se rompre, se briser. Cela va déclencher un changement. Un exemple frappant de ce phénomène s'est produit lors de l'alignement planétaire Mars, Terre, Saturne, Neptune au milieu de l'année dernière, en 2025. Nous avons alors connu le plus fort tremblement de terre en 14 ans. Un méga-séisme de magnitude 8,8 au large des côtes de Kamaka. Vous voyez donc à quel point ces alignements martiens sont puissants et comment ils peuvent être liés à l'activité géophysique et géologique ici sur Terre. Et nous observons actuellement un alignement similaire. Mais cette fois-ci, Mars est suralimenté par 2 éjections de masse coronale interplanétaires distinctes. Je voulais donc partager tout cela avec vous. Et, nous pouvons parler plus en détail des circuits ici. On observe ici des courants filamenteux émanant du Soleil, comme ceci. On observe également ici ce type de circuit provenant du Soleil. Il s'agit du champ magnétique. Ici, nous observons le champ électrique. Imaginez donc cette protubérance émergeant de Mars, située en plein milieu. Cela va perturber le flux du courant électrique, n'est-ce pas? Cela perturbe le flux de courant électrique qui circule dans ces courants filamentaires établis, lesquels s'étendent loin du Soleil et se rejoignent, mais restent fondamentalement connectés au Soleil. Nous avons donc 2 circuits de plasma différents qui se déposent sur Mars suite à ces 2 éjections de masse coronale qui ont été lancées vers Mars au cours des dernières 36 à 48 heures. Et ces courants relieront fondamentalement la planète rouge au Soleil, car ils s'étendent vers l'extérieur tout en restant connectés au Soleil. Mars agira comme une sorte de perturbateur dans le flux de courant à travers ces éjections de masse chronologiques interplanétaires, ces super protubérances, quel que soit le nom qu'on leur donne. Et nous pourrions observer des effets très intéressants. Je ne sais pas exactement comment cela va se manifester, si ce sera important ou non, mais je pense qu'il va se passer quelque chose. N'oubliez pas qu'en raison de ce grand trou temporel sur le Soleil, qui sera géo-effectif autour du 17, il restera dans cette zone pendant au moins quelques jours en raison de sa largeur. La Terre sera également connectée directement au Soleil. Nous avons donc cet alignement planétaire Terre-Mercure, Mars-Saturne-Neptune, créant un vecteur d'énergie et de résonance à travers le système solaire. Voilà donc comment relier la Terre et Mars. Mais le Soleil jouera également un rôle central dans cette connexion, grâce aux processus électromagnétiques et plasmatiques. Alors oui, je pense que les choses vont être vraiment spectaculaires dans les prochains jours. Cette comète C2025 R3 Panard s'approche à environ 0,5 unités astronomiques du Soleil. Cela se présente également comme un élément déclencheur de tout cela. On observe alors un alignement parfait entre le Soleil, la comète et la Terre les 25 et 26, et nous pourrions observer une importante activité éruptive solaire provenant de cette tache solaire qui commence tout juste à se réveiller au cours des dernières 24 heures, car cela est effectif. Donc une grande partie de cela relève des probabilités et des potentiels. Nous savons que cela va nous toucher. Nous savons que l'alignement va avoir lieu. Nous savons que la comète se dirige vers Paralène. Mais par exemple, cela va-t-il réellement provoquer une éruption ou non? C'est une bonne question. Quelle est l'importance de ce circuit plasma déployé au-dessus de Mars? Et quel est l'effet exact de cela? C'est une question ouverte, mais il se passe assurément beaucoup de choses en ce moment. Au fait, je ne pense pas que ce soit la fin du monde. Je pense que tout ira bien, mais il est bon d'être vigilant et préparé. Voilà donc le véritable message. Et personnellement,
Je cherche à mieux comprendre ce qui se passe. Donc, en étudiant cela, et en les examinant souvent, voire quotidiennement, n'est-ce pas? Nous présentons ces vidéos quotidiennement. C'est l'une des meilleures façons d'y parvenir. Voilà donc toute ma philosophie et ma mission ici sur la chaîne. J'ai été votre hôte, Stéphane Burns. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime » pour aider la chaîne à se développer. Diffusez cette vidéo au plus grand nombre. J'apprécie vraiment cela. Et merci infiniment à tous d'avoir regardé. Je vous souhaite à tous, sans exception, le meilleur. Passez une excellente journée et à bientôt.